Je vous remercie d'abord de cette invitation. À nouveau, je ne sais plus quand j'étais là la dernière fois. Juste avant le confinement, juste avant le grand blocage. J'arrive jamais à me souvenir, je suis trop vieux maintenant. Oui, vous avez cité, c'est très curieux ce que vous avez dit tout à l'heure. Il est mort en effet aujourd'hui, Michael Lontal. Ouais. Et je le voyais chaque semaine parce qu'il venait chez ma voisine du dessous réciter le rosaire. Vous voyez, c'était un cercle qui n'était pas comme le vôtre, mais enfin, comme ça. Curieux. Bon, alors, vous m'avez invité il n'y a pas longtemps. Je vous prie de m'excuser, peut-être que je vais redire des choses, pas les mêmes, mais vous savez, c'est Hannah Arendt ou Heidegger d'ailleurs, indiquant qu'on a une idée dans sa vie. Et puis on tourne autour de cette idée et on répète à peu près toujours les mêmes choses. Hein. Voilà, donc moi j'ai écrit 40 livres. Mais peut-être qu'il n'y en a aucun d'original, finalement. J'ai une idée et je la répète, pas forcément tout à fait la même, etc. J'ai vu, j'avais pas fait attention à ce qui était votre, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, le slogan de votre cercle. Hein? Oh, ça viendra un peu, il faut se préparer. Vous n'avez qu'à faire. D'abord, en tant que professeur, je parlais toujours doucement pour forcer les gens à m'écouter. Voilà, donc c'est une technique, en quelque sorte. Et puis après, au bout d'un moment, ma voix va s'élever. Hein, voilà. Sinon, il aurait fallu mettre un micro. Voilà, donc, oui, je voyais votre... je n'avais pas fait attention à ce qui était le slogan de votre cercle, tout ce qui élève unit. Une belle idée de Peggy. Je crois, en effet, je le dirai dans un instant, qu'il est important d'élever le débat, si je puis dire. Hein, et en un temps de détresse théorique comme est le nôtre actuellement, et où dans le fond, il y a une très grande faiblesse dans la production d'ailleurs littéraire, mais d'une manière beaucoup plus générale, intellectuelle, je pense qu'il faut faire un effort dans l'exposé et dans l'écoute. Cercle Aristote également, je rappelle moi ce qui fut la belle et grande idée aristotélicienne, quand justement, en rapport avec ce que je viens d'indiquer, Aristote veut faire la distinction entre la philosophie qu'il essaie de poser, la pensée, et puis l'opinion commune, la doxa. Il dit, permettez-moi de le rappeler en grec, kalos apoier estai, hein, ce qui veut dire poser bellement des problèmes. L'aporie, c'est justement ce qui n'est pas déjà une réponse. D'ailleurs, d'une manière beaucoup plus triviale, en grec, le mot aporie, c'est un col qui est très difficile d'accès, mais qu'il faut prendre si on veut franchir et arriver à un autre endroit. Donc voilà, en gros, ce pour dire que finalement, je vais poser un certain nombre de problèmes, espérant, comme d'ailleurs j'ai souvenir que cela fut la fois dernière, qu'il y aura une discussion et un débat. Je pense en effet que de toute façon, c'est dans des cercles comme le vôtre, au-delà, moi j'ai été 35 ans professeur à la Sorbonne, et j'ai vu s'affaiblir cette pauvre institution, si vous voulez, où il n'y avait quasiment plus de débat, fondamentalement, mais sinon où on répétait d'une manière un peu lancinante, justement la doxa, hein, le correctness, sous ses diverses modulations. Et je suis assez souvent, et j'accepte toujours ces invitations dans des cercles tels le vôtre, parce que je pense que c'est là qu'il y a, comme cela se passe d'ailleurs quand il y a un changement d'époque, le vrai grouillement culturel, il est là. Hein. Il n'est pas dans ce qui est institué, il est dans ce qui est instituant, hein, dans le sens simple du terme, ce qui pousse. Ce qui est, j'y reviendrai dans un instant, la société officieuse auquel il y a lieu d'être attentif. J'ai bien dit poser des questions. Là encore, c'est la vieille tradition, de la belle tradition universitaire. Moi, je lis, et d'ailleurs, dans mon dernier livre, je fais souvent référence à un auteur qu'on ne lit plus trop, et c'est bien dommage, saint Thomas d'Aquin, qui rapportait l'importance de ce qui s'appelait la disputatio. La disputatio, c'est l'échange. Alors, bien sûr, on peut la traduire simplement en termes de dispute,
mais dans le sens étymologique du terme, ce qui permet de faire échange et éventuellement de faire avancer telle ou telle question. Voilà un peu la position qui va être la mienne. Je ne vais pas, à proprement parler, reprendre ce que j'écris dans mon livre. Je vous laisse le soin, pour ceux qui en auront le courage, de le faire. Disons que je reprends et j'essaie de développer des thèmes que l'on avait assez largement évacués. Le thème du mystère, c'est-à-dire montrer qu'au-delà des lumières, le clair-obscur de l'existence, de notre existence individuelle ou collective, il faut aussi penser à l'ombre et à ce mystère. Également, quelque chose qui n'est pas aisé à indiquer, ce que j'appelle moi le devoir de mémoire. Au-delà ou en deçà des droits, censément les droits de l'homme, se rappeler qu'il y a des devoirs, et en particulier des devoirs de mémoire, et je pense que cette idée de mémoire revient. En même temps, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, j'en dirai un mot dans un instant, je consacre un chapitre au mystère de la Trinité. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la Trinité, c'est le relationnisme. C'est encore une fois quelque chose qui est passionnant de voir cette relation d'amour, et je crois que, si je le dis ici, d'un point de vue sociologique, je ne suis pas théologien, eh bien c'est une bonne manière, un bon angle d'attaque pour bien comprendre ce qu'est le lien social, dans le sens fort du terme. Et puis, un peu, je vous prie de m'en excuser, d'une manière un peu maurassienne, j'insiste sur l'idée de catholicité, en montrant comment il y a là ce qui est le fondement même de la culture européenne, à bien des égards. Voilà, donc voilà un peu les pistes de mon livre. Ce que je voudrais ici exposer en préalable, c'est quelles sont les racines, pourquoi j'ai abordé ces sujets-là. Donc en gros, les racines de mon travail. Avant de le faire, alors peut-être l'ai-je déjà dit la fois dernière, et je vous prie de m'en excuser, mais chaque fois qu'on prend le risque de m'inviter, je rappelle un peu quelques banalités de base, qui me paraît important de dire et de redire. Vous savez, c'est ça le propre. Le banal, c'est ça. On a oublié d'ailleurs que le banal, vous voyez ce que c'est, il existe dans beaucoup de nos villages français le four banal. Et le four banal, c'était le jour où le Seigneur rétrocédait le four à la communauté, et c'était, en fin de compte, la fête du pain commun, où on partageait quelque chose. Et curieusement, le mot banal est venu de dire le contraire de ça. Mais il faut rappeler, moi, quand je dis banalité de base, un peu quelque chose qu'il faut dire et redire. La première de ces banalités, c'est que ce qui constitue, si je puis le dire de manière un peu métaphorique, notre cerveau reptilien, la vraie culture, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, sans bien y faire attention, ce qui va se sédimenter, que l'on en soit ou pas conscient d'ailleurs, c'est ce que j'appelle, moi, le linéarisme historique. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie pour arriver à un point B de civilisation absolue. Et de fait, là encore, gauche et droite confondues, il y a quelque chose qui fait qu'on a intégré cette idée-là, qui aurait eu cette espèce d'évolution nécessaire. C'est la philosophie de l'histoire hegelienne, qui par après va bien sûr se développer dans tous les grands systèmes socialisants qui en sont issus, le marxisme étant le plus connu, mais bien d'autres du même ordre. Alors, à l'opposé de cela, si je prends ici une expression un peu en termes de clin d'œil à Joseph de Maistre, quand il se moque un peu de Descartes, et il dit « le bon sens et la droite raison réunis ». C'est-à-dire, dans le fond, ce qui est la constatation de tous les jours. Eh bien, sur 2000 ans de temps, on se rend compte, en fin de compte, qu'il y a des époques. Cycle, époque, peu importe en la matière. Moi, je préfère le mot époque parce que, en grec, ce terme, on l'a oublié, signifie parenthèse. Ce pour rappeler qu'une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Voilà. Et donc, là encore, moi, mon dada, c'est pas facile à dire en France, puisque nous avons à bien des égards inventé la modernité. On a du mal à comprendre que cette époque est en train de s'achever. Voilà mon hypothèse. L'époque moderne, c'est une parenthèse qui se ferme. Et en même temps, bien évidemment, il faut reconnaître, et je dirais avoir cette lucidité, pour le dire d'une manière très simple, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et que chaque fois, quand, encore une fois, sur ces 2000 ans de temps, on voit une décadence, dans le sens simple du terme, décadare, et c'est quelque chose qui tombe,
Dans le même temps, on voit une renaissance. Voilà mon hypothèse. Hein. Donc oui, est en train de s'achever, bien évidemment. J'en dirai les grandes caractéristiques, ce qu'il est convenu d'appeler la modernité, les temps modernes. Mais dans le même temps, on a toute une série d'indices. Et moi, c'est mon travail depuis de longues années qui culmine dans ce livre. Quelque chose d'autre est en train de naître. Une renaissance. Mais qui reprend, à bien des égards, des éléments que l'on avait cru dans notre progressisme bené, dépassé. Voilà. Et le religieux, bien sûr, est du nombre, à bien des égards. Voilà un peu ma première hypothèse. La deuxième banalité, c'est que quand il y a ces changements, il faut trouver les mots pour dire ce qui est en gestation. Vous avez rappelé, sans le citer tout à l'heure, cette thématique de la fin des grands récits de référence. C'est Jean-François Lyotard, qui le premier a écrit un très beau livre d'ailleurs qui s'appelle La condition postmoderne et paru en 1972. Oui, ça fait un bail déjà. Moi, je me souviens, j'assistais au lancement de ce livre et c'est de là que personnellement d'ailleurs, par après, j'ai poursuivi un peu cette analyse. Pour lui, la fin des grands récits de référence, c'est tout simplement la fin de ces grands systèmes interprétatifs, le marxisme, le freudisme, le positivisme, qui avaient bien marqué, en effet, au XIXe siècle, parce que le grand siècle moderne, c'est le XIXe, avait bien marqué au XIXe siècle les manières de penser, les manières de s'organiser, etc. Bon. Et de fait, il montre bien cela. Et en même temps, quand on constate cette fin des grands récits de référence, ça ne marche plus. Il est nécessaire, alors moi je ne dis pas de trouver des concepts, mais de trouver ma formule c'est trouver les mots les moins faux possibles. Vous voyez, des mots qui deviennent des paroles fondatrices en quelque sorte. Et on est exactement dans ce moment où on ne peut plus se contenter de ce qui sont les incantations habituelles, celles que, en effet, l'on entend dans les radios officielles, qu'on entend dans les publications mainstream, c'est des incantations. Incantation, les ethnologues nous montrent que l'incantation, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. On ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer, par exemple. Voilà une incantation, typiquement. Voilà. Bien, les incantations, actuellement, pour moi, c'est tout ce que l'on entend à tire-larigot sur les valeurs républicaines, la démocratie, les démocrates qui sont d'ailleurs très peu démophiles, c'est quelque chose qu'il convient d'avoir à l'esprit. L'individualisme, j'ai écrit longtemps et depuis longtemps pour montrer que cet individualisme ne fonctionne plus, le rationalisme des Lumières, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du mystère, etc. Bon, et le contrat social et la laïcité. Voilà. En quelque sorte, voilà, si vous voulez, des incantations et autres lieux communs de la même mot, dont il faut repérer que ça cesse. Cela. Et en même temps, trouver des mots qui vont être des mots pertinents. C'est-à-dire, dans le fond, qui soient véritablement en pertinence avec ce qui est vécu. Et non pas ce qu'on aimerait qu'il soit. Ce qui pourrait être. La logique du fameux « tu devras être » développée par Max Weber. Et c'est là ce que je disais il y a un instant, compte tenu du décalage qui existe entre l'intelligentsia, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'était ceux dont je venais parler la fois dernière, la faillite des élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Experts, journalistes, politiques de divers ordres, et quelle que soit la tendance. Là, il y a un vrai décalage qui s'observe, peut-être nous aurons l'occasion d'en parler, par rapport au processus d'abstention actuellement, qui est quelque chose, de mon point de vue, très intéressant. Et c'est là où il faut trouver, en quelque sorte, quels sont les principes qui sont en gestation. Chateaubriand disait les idées mères. D'ailleurs, en quelque sorte, ce à partir de quoi va se structurer tout simplement la vie sociale. Et alors, où est-ce qu'on trouve cela ? J'ai dit tout à l'heure le mot, je le redis. Je crois qu'on est dans un moment où il faut voir la distinction qui existe entre la société officielle et la société officieuse. La société officielle, c'est celle de toutes nos institutions, quelles qu'elles soient, dont nous faisons partie, à bien des égards. La société officieuse, moi, c'est mon dada depuis de longtemps, c'est de voir quelle est cette centralité souterraine. Un philosophe, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui est Georg Simmel, disait « il faut toujours repérer quel est le roi clandestin d'une époque ». Vous voyez, il y a un roi officiel, si je puis dire, qui régit, mais il y a un roi clandestin dont il faut repérer quelles en sont les caractéristiques. Et donc, c'est en ce sens où, pour ma part, alors j'avais dit à l'époque, centralité souterraine, on peut dire tout simplement une métaphore, la nappe phréatique. La nappe phréatique, on ne la voit pas, et pourtant, c'est à partir d'elle que sustente la faune, la flore, la vie en général. Voilà. Et ça, un peu mon hypothèse, dire, vous voyez, quelque chose
qui n'est pas forcément officiel, qui est justement officieux, et c'est cela même autour de quoi va se structurer le nouvel être ensemble, ou cet être ensemble en gestation. Voilà, voilà un peu mes 4 présupposés, et ce pour échapper, en conclusion de ces banalités, à ce qui est fondamentalement, et moi à mon âge je le supporte de moins en moins, la médiocrité de la médiacratie. Il y a une vraie médiacratie actuellement, qui est de moins en moins d'ailleurs prégnante, mais enfin qui est là, qui tient le haut du pavé. Et donc il y a lieu, sinon de protester, en tout cas de savoir se purger, en quelque sorte, de cette médiocrité-là. Et je disais que des cercles tels le vôtre sont des bons lieux où cela peut se faire. Alors c'est à partir de là, si vous voulez, que, de mon point de vue, et c'est ce qui est l'objet de mon dernier livre, il y a une résurgence du religieux ou de la religiosité. Et je vais en donner quelques éléments de cette résurgence. Soyons clairs, hein. Encore une fois, je ne vais pas y revenir chaque fois, qui est plus officieuse qu'officielle. C'est-à-dire quelque chose qui, à bien des égards, ne se retrouve pas forcément dans les institutions. Vous voyez, pour le dire d'une manière imagée, les astrophysiciens nous ont indiqué qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Et en la matière, le foyer s'en est éteint, ça continue à être là, bien évidemment. Et en la matière, ben voilà, ça continue à être ce qui fut les grandes idées que j'appelais tout à l'heure incantatoires de la philosophie des Lumières, ou de la modernité en général. Ouais. Donc on voit bien comment cela est en train de cesser. En même temps, il y a une négation ou une dénégation de ce ressurgissement. Alors, pour ma part, si j'essaie d'en dire quelle en est la racine de ce ressurgissement, je crois que ça vient, dans le fond, du fait que l'on va redonner ces lettres de noblesse, je dirais, à l'imaginaire. L'imaginaire, en tout cas, dans la tradition française, je pense bien sûr ici à Descartes ou à Malebranche, l'imaginaire, souvenez-vous de la formule de Malebranche, c'était la folle du logis. C'est-à-dire ce qui ne permet pas le bon fonctionnement du cerveau. Et l'expression de Malebranche à cet égard a stigmatisé. Vous voyez, pour mémoire et pour votre gouverne, sachez que voilà une constante dans la tradition française. Le premier livre de Sartre, 1936, qui s'appelle « L'imagination », il reprend encore cette idée de la folle du logis. Vous voyez, quelque chose qui fait que c'est un livre intéressant à lire, hein, l'imagination. Je dis bien 1936. Vous voyez, et on voit bien comment, de Descartes à Sartre, en passant par Malebranche, il y a cette constante qui est une dénégation de l'imaginaire. Voilà. Alors moi, je considère que, de diverses manières, l'imaginaire revient et anime en profondeur ce qu'est la société. Dans le sens simple du terme, quand je dis anime, ce qui donne son âme à une société. Et que c'est au travers de cet imaginaire. Moi, j'ai eu pour maître Gilbert Durand, qui est le grand anthropologue de l'imaginaire, et qui a publié un livre, il a eu à l'époque pas mal d'ennuis, c'est en 1960, Structure anthropologique de l'imaginaire, et ça a été le premier, dans la foulée de Bachelard, bien sûr, mais enfin, qui a structuré dans son ouvrage tout ce qui était un peu latent, mais assez peu dit, et il montre en quelque sorte, tout simplement, disons-le simplement, que l'imaginaire, c'est une atmosphère, un climat, ou l'esprit du temps. Je relisais il y a peu un ouvrage que je vous conseille d'ailleurs, d'un philosophe espagnol qui s'appelle Ortega y Gasset, qui est particulièrement d'actualité actuellement, ça s'appelle « La révolte des masses ». Il est paru en 1933, vous voyez ce livre, et il se lit d'une manière fort agréable, et qui, encore une fois, on peut en voir l'actualité contemporainement. Peu importe. Dans ce livre, il a une expression qui résume un peu tout ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Il parle d'un impératif atmosphérique. Vous voyez, il est de formation de la philosophie allemande, et vous reconnaissez ici, bien sûr, la pensée kantienne de Kant, un impératif catégorique. Mais là, il change un peu le terme en parlant d'impératif atmosphérique, tout simplement pour montrer en quelque sorte ce qu'est cette atmosphère dans laquelle on baigne, mais que c'est un impératif. Et mon hypothèse, voilà, c'est que c'est parce qu'il y a un retour de cet imaginaire qu'on va voir ressurgir de diverses manières des éléments que l'on avait cru dépasser, en particulier dans le matérialisme vulgaire, qui est constitutif, je dirais, de la doxa intellectuelle.
même plus que ce matérialisme vulgaire, c'est frappant, moi ça me frappe, vous voyez, je propose de parler d'un économicisme ambiant. L'économicisme, gauche et droite confondus. C'est-à-dire, en quelque sorte, où on ne peut... ce qui est important, c'est le travail. Ce qui est important, c'est ce qui se quantifie, et tout à l'avenant. Voyez, c'est ça, cet économicisme qui ne fait que traduire, dans le fond, ce matérialisme vulgaire, ou, disons-le tout net, ce qu'est la marxisation des esprits. Quand même, le grand penseur de l'économie, c'est Marx, qu'on le veuille ou non, au XIXe siècle. Voyez. Et donc, il y a, même de ceux qui, bien sûr, n'ont pas lu Marx ou ne se reconnaissent pas dans le marxisme, quelque chose qui fait qu'il a contaminé les esprits, et c'est ce matérialisme vulgaire. Alors que l'imaginaire nous rappelle que, pour le dire en des termes très simples, l'économie, le politique, le social sont directement tributaires d'un imaginaire collectif. Voilà mon hypothèse. Et quand je dis mon hypothèse, celle que je reprends à Durand et celle de ceux qui ont réfléchi justement sur cela. Vous n'avez pas tout à fait cité ce terme, mais je vais le dire quand même. Dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Max Weber, quand il m'a parlé du désenchantement du monde, Entzauberung der Welt, on a traduit en français désenchantement du monde, alors que Zauber, c'est le sorcier. Il aurait fallu traduire la démagification du monde à partir de la réforme protestante. Mais Weber a une très belle idée, il montre justement qu'on ne peut comprendre le réel qu'à partir de l'irréel. C'est-à-dire, dans le fond, un truc assez loufoque à bien des égards, la prédestination, la théologie de la prédestination. Je suis prédestiné au ciel ou à l'enfer. Mais, montre-t-il, pour savoir si je suis prédestiné au ciel ou à l'enfer, eh bien, cela va se marquer dans la réussite sur Terre, ce qui va engendrer la valorisation du travail, la valorisation de l'argent et tout à l'avenant. C'est là où il a cette formule que je viens de dire, comprendre le réel à partir de l'irréel. L'irréel, c'est l'imaginaire. L'irréel, là, en la matière, pour Weber, c'est la théorie de la prédestination, la théologie de la prédestination, peu importe, vous voyez, c'est-à-dire que de fait, il y a lieu d'être attentif à ces choses un peu loufoques. Encore une fois, de l'esprit, purement. Et voilà ce qui, pour moi, est important quand j'insiste sur cette idée de l'imaginaire. Mais c'est quelque chose qu'il faut dire et redire. Et Durand, dans le livre que j'ai cité tout à l'heure, structure anthropologique de l'imaginaire. Structure, vous voyez, c'est une structure de l'imaginaire. C'est quelque chose qu'on a eu tendance à oublier. Et restons très simples, qui structure l'inconscient individuel, qui structure l'inconscient collectif. Voilà, et le terme structure, etc. Et je pense que c'est cela qu'il faut avoir à l'esprit pour justement se rendre compte que ce matérialisme diffus, je dirais un matérialisme douillet, un matérialisme comme ça qu'on intègre sans bien y faire attention, en écoutant la radio ou en lisant la presse, eh bien, ne fait plus recette. En même temps, c'est là, c'est des Niagara d'eau tiède de bons sentiments, ce matérialisme. C'est gentillet. Mais il n'en reste pas moins que ces Niagara d'eau tiède ne fonctionnent plus, et en particulier, et voilà moi mon hypothèse, auprès des jeunes générations. Où renaît deux mots très simples. Quelque chose, si vous voulez, qui met l'accent sur l'enthousiasme. Je repérais, et je n'avais pas fait attention, que le mot enthousiasme, dans le Timée de Platon, vous le trouvez, pour ce que cela intéresse, entheos, c'est Dieu en nous. Voyez, et cette idée d'enthousiasme, tout simplement, en son sens étymologique, renvoie bien, encore une fois, à ce retour en nous de la divinité, pour le dire simplement. Voilà un peu. Alors, je pense qu'il y a, de diverses manières, quelque chose qui est le désir, encore une fois, de cet enthousiasme. Corrélativement à cela, ce qui est l'envie de pathos ou des émotions communes. Cela apparaît dans un terme qui est un néologisme, qui n'est pas un terme en français, mais qui est très utilisé. C'est intéressant de voir des mots qui sont utilisés sans qu'on y fasse bien attention. Le mot émotionnel. En français, nous avons le mot émotif. Le mot émotionnel est un terme qu'on trouve là encore chez Weber, et c'est un néologisme en allemand, dans la langue philosophique allemande, pour décrire justement une ambiance. Là encore, on n'a pas de mot pour traduire le Stimmung allemand, mais c'est une ambiance très forte dans laquelle on est baigné, on est pris, en quelque sorte. Et voilà, je trouve que c'est en quelque sorte cette ambiance-là, cet émotionnel,
et le terme émotionnel qui apparaît, pour moi, traduit ce glissement qui est en train de s'opérer, de ce matérialisme vers quelque chose d'autre. Voilà. Alors c'est à partir de là, moi, que je dirais le balancement que j'indiquais tout à l'heure en disant il y a des époques. Eh bien, je reprends ici là une distinction qui avait été proposée par un philosophe peu connu en France, pas du tout connu d'ailleurs, qui s'appelle Sorokin, qui est un sociologue américain de la culture, et qui montrait que, comme ça, chaque 3-4 siècles, il y avait un glissement des valeurs rationalistes vers les valeurs sensualistes. Moi, j'ai repris souvent cette distinction, et on peut l'appliquer exactement à ce qui est en jeu actuellement. Autant le rationalisme met l'accent sur le fonctionnalisme, je dirais, moi, sur l'esprit anglo-saxon, moderne, protestant, dont l'utilitarisme et le quantitativisme sont les éléments importants, autant, alors les périodes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, sensualistes ou émotionnelles, celles qui mettent l'accent sur la primauté du spirituel, eh bien, reposent sur peut-être, en tout cas c'est mon hypothèse, le retour de l'esprit latin, mettant l'accent sur le qualitatif de l'existence, ne plus perdre sa vie à la gagner, vous voyez, au-delà de l'économicisme. Si je le dis un peu à la manière nietzschéenne, faire de sa vie une œuvre d'art. Voilà le balancement, moi, qui me paraît être important d'avoir à l'esprit, et que c'est à partir de là, je dis bien donc époque, changement d'époque, importance du climat, dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure, et voir comment il y a ce balancement régulièrement. Je viens de dire Nietzsche, Apollon et Dionysos, bien sûr, mais Walter Pater, historien de l'art anglais, montre bien qu'on a exactement la même chose, des grands moments classiques, des grands moments baroques. Karl Mannheim fait la même chose concernant la vie sociale et tout à l'avenant. Et moi-même, j'avais écrit il y a maintenant fort longtemps un livre sur le retour de Dionysos, l'ombre de Dionysos, c'était pas le retour, c'était l'ombre de Dionysos, mais pour montrer que, en quelque sorte, justement, cet élément sensualiste était en train de revenir. Quelque chose qui, dans le fond, refusait la coupure existant entre le matériel et le spirituel. Mais au contraire, une espèce d'osmose entre les deux. Voilà. Donc, rapidement, pour bien comprendre ce qui est en gestation, il faut voir ce qui est en train de cesser. Diagnostic, pronostic. Alors, mon diagnostic, voir loin en arrière pour voir loin en avant, si je puis le dire simplement. Le diagnostic, c'est quel fut le paradigme moderne. Vous avez compris, le nôtre, celui de la société officielle, même si, à mon sens, actuellement, il est en train de perdre sa valeur. Alors, il y a des quantités, pas des quantités, il y a quelques éléments qui caractérisent, qui marquent bien les caractéristiques. Le caractère, c'est l'empreinte. Le caractère de quelqu'un, c'est l'empreinte fondamentale de ce qui nous constitue. Durkheim montrait qu'il existait aussi ce qu'il appelait les caractéristiques essentielles d'une époque. Dans le sens simple du terme, quelle est véritablement l'identité d'une époque. Alors, moi, je m'en suis expliqué de diverses manières. Aujourd'hui, je dirais que la caractéristique essentielle de la modernité, c'est l'ascétisme et la schizophrénie, aussi paradoxal que cela puisse paraître. J'emploie ces termes, en particulier le mot schizophrène, pas dans le sens habituel ou psychiatrique du terme, dans le sens de la schise, la coupure, tout simplement, la coupure. Et de fait, cet ascétisme va être la cause, en quelque sorte, de ce qui va être la seule valorisation de l'existence, cette expression dont on oublie trop souvent l'auteur, qui est la valeur travail. Amusez-vous à observer comment, de diverses manières, cette expression valeur travail, je m'en suis amusé un jour dans une discussion avec Sarkozy, qui avait que cette expression à la bouche, à lui rappeler ce qu'il oubliait, c'est que la valeur travail, on le trouve dans le Capital de Karl Marx. Vous voyez. Donc, d'une certaine manière, il faut voir d'où ça vient. Le travail, tripalium, était une nécessité. Un homme noble ne travaillait pas, sinon il dérogeait, bien évidemment. Et ce n'est que fin du XVIIIe, début du XIXe, Kant, puisque je l'ai cité tout à l'heure, qui montre que c'est la réalisation de soi, la réalisation du monde. Et à la moitié du XIXe, ça va devenir, dans le Capital de Marx, la valeur travail. Voilà, c'est l'ascétisme. C'est-à-dire, en quelque sorte, quelque chose qui fait qu'on va évacuer les autres caractéristiques humaines pour ne garder que celle-ci, qui va être la valeur centrale. Je dis bien, retenez cette expression kantienne, réalisation de soi, réalisation du monde. Tu n'es quelqu'un que si. Et le monde n'est tel que si.
c'est-à-dire en la matière, ce qui va être le grand développement de l'économie. Et il est une phrase que j'aime toujours citer, qu'on trouve au milieu du discours de la méthode de Descartes, l'homme comme maître et possesseur de la nature. On a intégré ça, sans bien y faire attention, si vous voulez. Mais on a dans cette petite phrase de Descartes exactement ce qui est l'élément même de cet ascétisme, encore une fois, réussir sa vie uniquement à partir du travail. Voilà. À mon avis, c'est ce qui est en train de cesser. Mais ça va rester, c'était la grande caractéristique moderne. Et la seconde, j'ai dit tout à l'heure ce mot, schizophrénie, tout simplement le corps, l'esprit, la nature, la culture, le matériel, le spirituel. On pourrait donner des kilos d'exemples de cette dichotomisation du monde, principe de coupure. Les deux grands systèmes qui s'élaborèrent au XIXe siècle, le marxisme et le freudisme, le concept essentiel de Hegel et puis par après de Marx, c'est la séparation. Et le concept essentiel de Freud, c'est la coupure, le Spaltung. Mais la coupure, dans le mot Spaltung en allemand est un mot très fort qui montre bien en quelque sorte qu'il y a pas simplement une séparation, mais quelque chose qui fait que les éléments sont totalement étrangers les uns aux autres. Pour nous, en la matière ici, le corps et l'esprit, par exemple. Et on voit bien comment, de diverses manières, c'est cette perspective qui est la perspective essentielle. C'est à partir de là ce que se constitue la modernité. L'autre caractéristique de cette modernité, si je le dis au travers d'un terme un peu savant, c'est la sotériologie, le salut. Demain, on rasera gratis, la société parfaite, etc. Et tous les éléments de cet ordre, si vous voulez, qui vont être plus ou moins vulgarisés, mais qui reposent sur, encore une fois, quelque chose qui est à venir. Et pour citer là encore Weber et le fameux désenchantement du monde, il montre comment c'est bien à partir de la Réforme qu'il y a en quelque sorte ici je cite Weber, une rationalisation généralisée de l'existence. Et c'est là où il dit, c'est cette tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. Voilà la phrase exacte. Et c'est ce qui aboutit bien sûr à ce fameux désenchantement du monde, puisqu'aussi bien il y a quelque chose qui repose sur ce rationalisme, la sécularisation et l'athéisme qui naissent au XIXe siècle, c'est au XIXe siècle que cela naît, c'est je dirais la fine pointe de ce processus qui va aller de pair avec l'industrialisation et l'urbanisation massive. Mais dans cette perspective-là, c'est tout simplement, je dirais, la conséquence de ce souci d'une société à venir. C'est ça que j'appelle sotériologie. De manière un peu, en reprenant en termes de la théologie catholique, montrer qu'il y a là une sécularisation de ce qui était le salut, en quelque sorte. Je vous donne ici deux phrases, une de Carl Schmitt, dans Théologie politique. Carl Schmitt est un auteur qui mérite d'être lu, à mon sens, de diverses manières, et il montre comment tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. À peu près à la même époque, Karl Levitt, dans un livre qui s'appelle « Histoire et salut », dit quelque chose de semblable lorsqu'il parle de la sécularisation d'un modèle religieux qui va fonder la foi dans le progrès. Et c'est ce qui est le fondement même de ce terme que l'on n'ose pas mettre en question, le progrès, le progressisme, ces diverses modulations. Et là encore, c'est une des incantations auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Moi, pour ma part, et c'était d'ailleurs ma thèse d'État dans les années 70, j'avais fait une critique du mythe du progrès, appuyée de ce qui était l'idéologie du service public, en quelque sorte. Et voir comment on avait là quelque chose qui mettait l'accent sur cette espèce de désenchantement du monde, qui était l'utilitarisme, ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Heidegger, d'ailleurs, que j'ai cité tout à l'heure, a poussé jusqu'au bout cette logique de l'utilitarisme moderne. On a traduit en français ce terme « ustensilarité ». Je trouve que c'est très fort comme idée, vous voyez, c'est-à-dire considérer le monde, les autres, soi-même, comme des ustensiles. Le propre de l'ustensile, d'ailleurs c'est ce que dit Heidegger, c'est ce que j'ai à la main, ce que je peux manipuler, ce que je peux manœuvrer. Voyez, et on voit bien comment cet utilitarisme, ou cette ustensilarité, eh bien, renvoie bien
à ce qui a été la grande idéologie moderne. Hein. Je ne vais pas aller plus avant, j'arrête là-dessus. Quand je dis moderne, vous avez compris, XVIIe siècle, ce qui s'achève pour moi à la moitié du XXe siècle. Avec les trois termes que j'ai dit, ascétisme, futur, rationalisme. Voilà le tripode sur lequel s'est élaboré encore une fois les grandes institutions modernes. Et Michel Foucault a bien montré que toutes ces institutions, parce qu'il a une œuvre, à mon avis, passionnante sur la manière que se sont constituées ces institutions au XIXe siècle. Et précisément à partir du tripode que je viens d'indiquer. Voilà, donc mon hypothèse, c'est qu'il y a véritablement saturation de cela. Je dis bien saturation. Hein. Moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il y a des ruptures brusques. Hein. L'idée de saturation, comment le dire ? En chimie, quand on emploie le terme, c'est quand les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent pas rester ensemble. Divorce, destruction. Mais soyez attentifs à cela. Dans le même temps, ces diverses molécules vont rentrer dans une autre composition. C'est ça la saturation. Vous voyez, pour éviter un peu ce schéma un par trop hegelien, qui est le schéma de la pensée révolutionnaire, considérant qu'il y a des ruptures. Non, il y a, encore une fois, un processus de recomposition, à partir, bien évidemment, de ce qui cesse, et on pourrait trouver, à cet égard, des quantités d'exemples. Alors, de mon point de vue, cette saturation, je vais le dire au travers de deux mots, puisque tout à l'heure j'ai dit ascétisme et schizophrénie. Là, je dirais le terme de Leibniz que l'on a par trop oublié, qui est l'idée d'appetitus, appétit. Le vouloir vivre, qui est le concept essentiel de toute l'œuvre de Leibniz. Et un autre terme, encore en latin, de Spinoza, qui est le conatus. Vous savez ce que c'est? Ce conatus, c'est le désir d'exister. La force d'exister. On ne sait pas s'il faut traduire force ou désir. En tout cas, quelque chose qui va mettre l'accent essentiellement, dans l'un et dans l'autre cas, et c'est pour cela que j'emploie ces termes, sur l'immatériel. C'est-à-dire que c'est l'importance, encore une fois, de l'immatériel qui serait le pendant de ce que je disais tout à l'heure sur l'imaginaire. Et c'est ce retour de l'imaginaire, de cet immatériel, puisque le terme maintenant est de plus en plus employé, qui, de mon point de vue, est la source même du rapatriement du spirituel. Au-delà, encore une fois, de ce qui, dans la société officielle, reste, encore cette schizophrénie auquel je faisais référence tout à l'heure, quelque chose qui renvoie, dans le fond, à l'entièreté de l'être. Alors, l'entièreté n'est pas un mot qui est officiel en français, on dit que c'est une belgitude. Le cousin belge, je l'utilise, mais je le trouve très riche, en sens où il parle de cette idée de globalité, d'interaction. Alors, si on veut employer le mot un peu plus connu, c'est une conception holistique. Le holisme, holos, c'est tout simplement le va-et-vient, la réversibilité qui va exister, vous avez compris, entre ces éléments que l'on avait séparés, ces éléments que l'on a en quelque sorte coupés. Et je considère, et j'essaie de le montrer dans des livres précédents et dans celui-ci, que justement, ces jeunes générations qui sont constitutives de la société de demain, qui déjà contaminent la société d'aujourd'hui, une fontaine de jouvence, eh bien, mettent bien l'accent, au-delà du fonctionnalisme et de l'utilitarisme, je dirais, sur ce qui est inutile. Le religieux, c'est inutile. Il faut garder cette idée-là, si vous voulez. Mais la sagesse populaire le sait, c'est bien plus beau quand c'est inutile. Et c'est ce bien plus beau quand c'est inutile qui me paraît être en jeu actuellement. Et c'est cela, en quelque sorte, j'utilise ce mot, comment dire, qui est le fondement même du sacral. Si j'avais osé, mon éditeur ne l'a pas voulu, j'aurais mis sacral dans mon livre, dans mon titre. Mais c'est un terme qui est tellement compliqué que j'ai cédé à mon éditeur et on a mis la nostalgie du sacré. Enfin, mon mot, c'est le sacral. Je dis sacral dans la perspective de la philosophie allemande, vous voyez, quand Heidegger veut montrer l'importance de l'historique, il dit l'historial. Quand Lukács veut montrer l'importance de la prééminence de l'objet, il dit l'objectal. Quand, justement, Corbin et Gilbert Durand veulent montrer l'importance de l'imaginaire, ils disent l'imaginal, etc. Voilà. Et le mot sacral renverrait à cela, c'est-à-dire une espèce de diffusion, puisque je parlais tout à l'heure de nappe phréatique, de diffusion de ce qui pourrait être le prix des choses sans prix. Et ça, c'est le qualitatif de l'existence. Or, il se trouve, et c'est le deuxième élément du pronostic que je fais,
c'est que ce qualitatif et cette dimension sacrale, hein, cette espèce de retour du rapatriement, parce que je fais exprès de dire rapatriement en effet du spirituel, comment dire, va se manifester, et ça c'est un de mes dadas bien sûr, dans le retour des tribus. Alors, j'avais dit à l'époque, le temps des tribus, j'avais insisté pour provoquer sur le retour des tribus. Actuellement, je préférerais dire communauté, mais tout simplement pour rappeler que c'est plus simplement l'individu qui prévaut, à l'encontre de ce qui est dit habituellement, compte tenu de l'individu, une phrase vide de sens, hein, compte tenu de l'individualisme contemporain. Il suffit de traîner dans la rue pour voir qu'il y a toujours tendance à se regrouper, à se retrouver en communauté. Alors en le disant en des termes un peu plus soutenus, Heidegger a souligné, il a bien montré dans son livre sur la dévastation du monde, que l'on est en train de passer, je cite ici Heidegger, de l'ère du jeu à l'ère du nous. Et c'est ce que je traduirai, d'ailleurs je crois que c'était le sous-titre quand je suis venu parler ici de la faillite des élites, de l'idéal communautaire. Quand je dis idéal communautaire, vous voyez, c'est en rappelant ce qui fut une belle idée de cette grande dame de la pensée qui est Hannah Arendt, lorsqu'elle montre comment tout au long du XIXe siècle s'est élaboré ce qu'elle a appelé l'idéal démocratique. C'est-à-dire, dans le fond, un long travail qui va aboutir à ce qui va être en effet la caractéristique de la modernité, la démocratie. Et là, je dirais que c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu actuellement, l'élaboration d'un idéal communautaire. Le religieux n'est pas autre chose, fondamentalement. Je dis bien, ce n'est pas la foi dont il est question, hein, dans le sens simple du terme, c'est le religieux, c'est-à-dire quelque chose qui va mettre l'accent essentiellement sur ce qui m'unit à l'autre. Et cette union, je dirais, se fait justement, puisque j'ai employé ce mot holistique, en rapatriant des choses qu'on avait séparées. Deux oxymores qui traduisent cela de mon point de vue, corporéisme spirituel. Oui, en effet, le corps, mais en même temps l'esprit. Ou matérialisme mystique. Vous voyez, c'est cette espèce de conjonction d'éléments que l'on avait opposés. Si je le dis ici au travers d'une expression qui est peu acceptée, mais qui est non moins intéressante, la coincidentia oppositorum. C'est le cardinal de Cuse qui dit ça. Hein. La coïncidence des choses opposées. Ce que l'on avait, encore une fois, séparé, on en voit ici cette espèce de conjonction. Et pour moi, c'est ce qui est le propre même de cet idéal communautaire, c'est-à-dire, disons-le tout net, là encore un oxymore auquel je tiens personnellement, une transcendance immanente. C'est-à-dire ce qui était de l'ordre éloigné, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la sotériologie lointaine. Là, au contraire, un divin qui devient ici et maintenant, qui s'exprime véritablement dans le quotidien. Alors, la conséquence de cela, c'est que tout simplement, on n'est plus dans la prévalence. Ce n'est plus l'homo faber marxien. Je considère également que ce n'est plus, si je dis ici l'expression grecque, le politikon zoon d'Aristote, l'animal politique d'Aristote. Et peut-être nous aurons l'occasion d'en discuter. Je pense qu'il y a une saturation du politique. Je vous prie de m'en excuser, mais je crois qu'à bien des égards, il y a cette saturation du politique et les dernières élections, et celles à venir, le montreront de plus en plus. Par contre, homo religiosus. Voilà, hein, en gros, la conséquence de ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'importance du sacré qui fait l'humanité. Alors c'est l'universalité de l'expérience religieuse, des auteurs que l'on ne lit plus trop, mais qui à mon avis sont d'une grande importance, Rudolf Otto, Carl Gustav Jung, quoiqu'on recommence en France à lire Jung, qui mettent chacun l'accent. Le terme peut paraître un peu curieux, mais il est non moins intéressant, sur le numineux. Et ce numineux de Rudolf Otto, c'est justement comprendre, la définition qu'il en donne est simple, comprendre le visible à partir de l'invisible. Et c'est cette compréhension dans le vrai sens du terme qui, moi, me paraît important, une conception, je dirais, quasiment ontologique du sacré. Permettez-moi la phrase que j'emprunte ici encore à Heidegger. Penser l'étant à partir de l'être. Alors que c'est exactement l'inverse qui s'est fait durant la modernité. Qu'on a essentiellement pensé l'étant, en oubliant le fondement de cet étant, c'est-à-dire l'être. Et là, je pense qu'il y a retour de cela, et que c'est au fondement même de la religion.
Il est un néologisme qui a été proposé par un de mes collègues belges, je tiens encore la Belgique, c'est amusant, ça, Marcel Boldebal, qui est le terme de reliance. Moi-même, je l'ai souvent utilisé, et Edgar Morin l'a réutilisé à sa manière. La reliance, c'est un terme qui n'est pas encore français, mais qui renvoie en son sens étymologique au religare et latin. Et Boldebal montre qu'en anglais, reliant, c'est être en confiance. Partage de la foi. La confiance et le partage de la foi, tout simplement. Et là encore, je pense que c'est cette idée de reliance qui met l'accent, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le mystère de la Trinité, qui met l'accent sur ce relationnisme fondamental que l'on avait oublié. Souvenez-vous l'expression que tout le monde a appris à l'école, l'expression de Descartes, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. On oublie la suite de la formule de Descartes. Cogito ergo sum in arcem meum. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Voilà la phrase dans son entier de Descartes, et qui montre bien ce qui a été la modernité, c'est-à-dire s'enfermer dans la forteresse individuelle. Individualisme, ce qui va donner l'individualisme. Là, au contraire, la reliance, eh bien, c'est faire éclater cette forteresse. C'est une expression juvénile, moi, m'a toujours fait rêver. Je m'éclate. Dans ce je m'éclate juvénile, festif ou autre, peu importe en la matière, il y a tout simplement, qu'on le sache ou pas, quelque chose qui renvoie à ce religare. Quelque chose qui renvoie, encore une fois, à cette espèce de, disons-le tout simplement, oui, cette pulsion qui revient. De n'exister que par et sous le regard de l'autre. Alors, exister par ou sous le regard de l'autre, soyons clairs, c'est le retour de l'altérité. Voyez ? Quand Auguste Comte définissait la société du 19e, quand il définissait d'ailleurs aussi la sociologie qui était censée en rendre compte, il disait là encore en latin « reductio ad unum », réduire à l'un. C'est-à-dire qu'on évacuait tous les autres éléments de l'altérité, quel qu'il soit, cette altérité. Là, au contraire, moi, ce qui me paraît être en jeu actuellement, c'est, à bien des égards, ce retour à l'autre. Soyons clairs, l'autre de la communauté, l'autre de la nature, l'autre de la déité. C'est ça, l'altérité. Encore une fois, ce que l'on avait réduit, réductio, il y a quelque chose qui est son retour. Je dis bien retour, et je sais que cela peut être étonnant, mais c'est, là encore, permettez-moi de dire ici une expression heideggerienne qui est difficile à traduire en français. Schritt zurück. Si on le traduit simplement, c'est pas en arrière. En fait, c'est pas en amont. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui va revenir à l'originel, à ce qu'est la tradition fondamentalement. Voilà un peu, moi, ce qui me paraît être en jeu actuellement dans le balancement que j'ai essayé d'indiquer, c'est-à-dire, véritablement, oui, ce pas en amont, ce retour, à bien des égards, à ce que l'on avait cru dépasser, et c'est cela le rythme de la vie. On l'oublie trop souvent, mais le mot rythme, en grec, c'est reo, rein. Le rythme, c'est un écoulement à partir d'un point fixe. C'est-à-dire qu'il n'y a de fleuve, par exemple, c'est l'exemple qui est donné le plus fréquemment, que parce qu'il y a une source, en quelque sorte. Et c'est ça, le rythme de la vie, c'est qu'on est en train, en quelque sorte, de retrouver cette source que l'on avait cru dépasser. Et là, c'est là où il y a, à mon sens, un vrai changement qui est en train de s'opérer. Ce n'est plus les deux interprétations que l'on avait de l'histoire, la flèche du temps, ou le cercle, avec son éternel retour. Au contraire, moi, l'image que je propose pour rendre compte à cela, c'est la spirale. L'image de la spirale, c'est voir revenir, pas exactement au même niveau, ce que l'on avait cru dépasser, ce qu'on avait cru dépasser, et à bien des égards, c'est ceux qui participent, moi j'ai consacré un livre là-dessus, au réenchantement du monde. Et ce réenchantement du monde, qui encore une fois, peut se voir d'une manière, je dis bien, diffuse, et bien évidemment, pas dans ce qui est à bien des égards officiel, mais j'ai bien insisté là-dessus, ce qui est officieux, c'est ce réenchantement du monde qui me paraît être en jeu actuellement. Et du coup, l'oxymore que je propose à votre réflexion, eh bien, c'est, enfin moi, ça a été ma grande idée, celle de l'enracinement dynamique. L'enracinement dynamique, c'est que, dans le fond, la plante humaine, comme toute plante, se rend compte, à certains moments, qu'il y a besoin de racines pour croître, si je puis dire.
Et que le mot, encore une fois, j'aime beaucoup les étymologies, dynamique, dynamie, c'est la force. Et donc, c'est à partir de cet enracinement qu'il y a une force qui est spécifique, croissance à partir des racines. Je ne peux pas ici le développer, mais ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est que cet enracinement va trouver la force du développement technologique. Il ne faut pas oublier que Weber l'a bien montré, ce fameux désenchantement du monde va se faire au travers de la technologie. Et pour ma part, je considère que la technologie actuellement est en train de réenchanter le monde. Ma définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. La démultiplication des effets, arché, c'est ce qui est fondamental, ce qui est premier. C'est les tribus et Internet. C'est la religiosité et Internet. Et on pourra, je vous donnerai, si vous le désirez, des quantités d'exemples en ce sens, qui montrent bien actuellement qu'il y a une vraie technomagie qui est en jeu actuellement, grâce ou à cause d'Internet, les sites, les réseaux sociaux, les sites communautaires, les forums de discussion. Comme je m'intéresse beaucoup à saint Thomas d'Aquin, il y a des quantités de forums de discussion sur la philosophie thomiste, par exemple, vous voyez, un peu paradoxal, que l'on va retrouver grâce à Internet. C'est cette spirale, moi, qui me paraît être celle du réenchantement du monde. Le mot de la fin, l'expression de la fin, du début de notre discussion éventuellement, je l'emprunterai à celui qui fut un philosophe, sociologue, peu importe la qualification qu'on lui a donnée, qui est Max Scheler. Et dans les années 30, Scheler a écrit un livre qui s'appelle « 6 essais sur la philosophie religieuse ». Et un de ces chapitres, c'est traduit en français aux éditions de Fribourg, en Suisse, et un de ces chapitres, c'est ce qu'il appelle « Ordo Amoris », l'ordre de l'amour. Et je pense que la conjonction dans le balancement que j'ai essayé d'indiquer de ce qui me paraît être en jeu actuellement, eh bien, c'est le retour de cet ordre de l'amour, celui de l'altérité, dans l'aspect trinitaire que j'ai donné à cette altérité, nature, la communauté et bien sûr la déité. Voilà un peu ce qui me paraît être en jeu actuellement, en rappelant, il y a une formule de Blois, de Léon Blois, qui m'a toujours fait rêver et toujours fait penser, et qui me paraît être au cœur même de cette nostalgie du sacré, lorsqu'il montre en quelque sorte comment il faut être attentif, être prophète. Et il dit, en rappelant d'ailleurs qu'on l'oublie trop souvent, que le mot prophète ne veut pas dire parler avant, mais prophémie en grec, c'est parler devant. C'est pas parler avant, mais parler devant. C'est-à-dire, dans le fond, on dit ce qui est dans toutes les têtes, mais qu'on ne sait pas dire. Et qu'il faut savoir dire ce qui est dans toutes les têtes. Et c'est là où il a cette formule que je livre à votre réflexion. Le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Voilà. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.